beaucoup, Marie, pour cette conclusion optimiste pour cette séquence et je la partage. Je la partage. Du coup, comme on a été très efficace et concis dans nos prises de parole, nos explications, on a un petit peu de temps du coup pour prendre des questions-réponses. Il y a des micros qui vont être distribués par Rémi, je crois, dans la salle. Donc voilà, on a un petit peu de temps pour prendre 4-5 questions. Je vois qu'il y a une dame tout au fond qui a levé la main et qui va ouvrir cette séquence. Merci beaucoup de poser la première question, qui est souvent celle qui nous manque, et on démarre d'habitude par la deuxième. Bonjour à toutes et tous. Chantal Fossé, administratrice des mutuelles de Malakoff Humanis, donc santé. Voilà ma question. On parle toujours de cancer, mais est-ce qu'il y a eu des recherches au niveau des maladies psychiques? Parce que je constate qu'il y en a de plus en plus de personnes atteintes. Est-ce que c'est possible? Merci. On va avoir une présentation là-dessus dans la deuxième partie. On a déjà des maladies professionnelles reconnues neurodégénératives pour les agriculteurs. Donc, la preuve est déjà faite à ce niveau-là. Donc, c'est ça qui est triste, malheureusement. On nous demande, on demande à ce que les produits soient inoffensifs, mais on reconnaît des maladies professionnelles pour les agriculteurs. Des cancers, des lymphomes non Hodgkiniens, des maladies neurodégénératives, maladie de Parkinson, c'est la première maladie reconnue pour les agriculteurs. Ces maladies-là, bipolarité, toutes ces maladies, parce qu'il y en a de plus en plus. Alors justement, il va y avoir des interventions ensuite sur les effets, les liens, une intervention justement d'Isabelle Baldi sur les liens qui résultent de l'expertise collective INSERM concernant les liens entre pesticides, exposition aux pesticides et santé. Donc, on veut laisser aux gens compétents la capacité de répondre à votre question. Ce sera fait dans le deuxième panel. Je veux juste ajouter par rapport à ce que vient de dire Philippe Piard, par rapport à l'exposition des agriculteurs, effectivement, il faut vraiment s'arrêter sur ce point-là. Parce que c'est quand même paradoxal d'avoir une réglementation qui demande des produits inoffensifs dans des conditions normales d'utilisation et de reconnaître quand même des maladies professionnelles. Et il faut les reconnaître, les maladies professionnelles. Il faut que les agriculteurs exposés soient reconnus, soient indemnisés, soient reconnus comme étant malades du fait de leur exposition aux pesticides. Mais quand même, il faut souligner le paradoxe qu'il y a. Et en fait, comment on résout ce paradoxe d'une façon quand même assez cynique, il s'agit de dire un pesticide est inoffensif dans des conditions normales d'utilisation, impliquant que si l'agriculteur s'est empoisonné par exposition aux pesticides, c'est parce qu'il n'a pas utilisé correctement les produits. On fait porter la responsabilité de la maladie sur le malade. Et ça, c'est quelque chose d'assez révoltant, à mon sens, et c'est quelque chose sur lequel il faut travailler. Il faut résoudre ce paradoxe sans se décharger sur les malades eux-mêmes. Monsieur, voilà, juste là derrière, et après monsieur. Bonjour, André Leduc, Confédération Paysanne. Alors effectivement, on est, nous, pour sortir des pesticides le plus vite possible, hein, ça s'affranchir des pesticides. La semaine dernière, on avait un colloque à Villeurbanne sur les PNPP, un produit naturel peu préoccupant. En fait, il y a une question qui se pose. On veut sortir des pesticides à tout prix, mais très peu de gens se battent pour la légalisation de l'usage des plantes, tant en santé des plantes comme ici aujourd'hui, qu'en santé animale, parce qu'en fait, c'est la même réglementation. Et voilà. Donc, je suis paysan, hein, enfin j'étais paysan, les paysans ne peuvent pas choisir, ils n'ont pas le choix. On vous dit, il n'y a pas, les syndicats officiels, enfin, la majorité, on nous dit, il n'y a pas d'alternative. Ils oublient juste de préciser d'alternative légale, et en plus, ils se battent pour que ce ne soit pas légalisé. Donc, la boucle est bouclée. Mais si on peut donner le choix aux paysans, majoritairement, les paysans vont choisir les alternatives non polluantes, naturelles. On le voit bien en santé animale, où aujourd'hui, la majorité des grands groupes agroalimentaires utilisent de plus en plus des huiles essentielles, des plantes, des substances à base de plantes, etc., pour soigner. Le tout de façon complètement illégale. Mais là, ça ne pose aucun problème. Merci pour cette question. Je ne suis pas un expert des préparations naturelles peu préoccupantes. Néanmoins, j'avais regardé un petit peu ce sujet-là. Effectivement, la problématique, c'est qu'elles sont soumises finalement aux mêmes procédures d'homologation que les molécules chimiques, ce qui du coup les empêche de fait. Voilà. Et donc, l'écueil, il est là. Donc, on est d'accord sur cette question-là.
Oui, bonjour. Donc, je suis gestionnaire d'espace public et en fait, ma question est très simple. Vous avez parlé dans vos commentaires de défaut de communication, enfin, de vraie communication, on va dire, au sein de la population, au sein des collectivités territoriales, par exemple, des villes, hein, de façon un peu générale. Est-ce qu'on est bien sûr que enfin, le public est bien informé de tout ce qu'on a entendu ce matin? C'est-à-dire qu'en fait, on a de l'information, bien sûr, très générale, qui peut arriver des médias, enfin, des enquêtes, tout le monde ne les regarde pas d'ailleurs. Mais vous voyez, enfin, sur ce qui touche le quotidien des usagers dans une ville, est-ce qu'effectivement, tout ce que vous avez décrit là depuis le début hein, de la matinée, qui est quand même assez hallucinant, quoi. Je veux dire, c'est incroyable. Est-ce que le citoyen est vraiment informé? Parce que du coup, il pourra avoir le choix. Hein. C'est-à-dire qu'effectivement, des villes qui ne sont pas, par exemple, éco-certifiées, qui n'ont pas de démarche labellisée, etc., avec l'information, on pourrait dire, bah non, on n'utilise plus tout de phyto, on n'attend pas effectivement que les procès arrivent à terme, on dit non, on n'en veut plus, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, est-ce que ça, ce travail de communication, il est entrepris, enfin, je sais pas, enfin, est-ce que vraiment il y a, voilà, c'était un peu ma question. Oui, alors je voulais juste parler on a parlé du paradoxe pour les agriculteurs, mais on a le même paradoxe, c'est que l'usage des pesticides classés comme le glyphosate sont interdits maintenant à la vente aux particuliers. Par contre, la réaction immédiate de nos fabricants, ça a été de créer justement ces produits qui ont été analysés par Gilles-Éric Serralini et Gérard Gingère, c'est-à-dire des produits biocontrôle vendus dans des bidons verts en vente libre qui sont censés remplacer ou permettre aux particuliers de continuer d'utiliser des pesticides. Ces produits-là sont hautement dangereux, c'est une bombe toxicologique, et tout cela sous comment dire, un étiquetage qui laisse supposer l'innocuité de ces produits. Donc c'est un des buts de Secret Toxique justement par le Tour de France, hein, à travers des projections de films, des débats qu'on a déjà commencé mais que là on va intensifier, c'est justement d'aller au-devant des citoyens et des citoyennes à travers des assos, pour essayer justement de communiquer sur ce sujet. La campagne glyphosate, à travers ses 6850 analyses, ont été aussi un moyen d'annoncer la problématique de l'intoxication massive. Alors, on essaye par des moyens, disons, associatifs, mais on aurait bien aimé que ça soit répercuté au niveau de nos agences sanitaires, dont c'est le travail, des ARS, enfin de toutes les organisations gouvernementales ou préfectorales qui existent et qui ne relayent pas ces informations-là. Donc, effectivement, un grand besoin d'information et que les médias aussi s'en saisissent. Je vais ajouter, oui, effectivement, ce travail dont vous parlez, en fait, c'est un peu précisément ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. C'est ce qu'on fait avec la campagne Secret Toxique. Et on a besoin, en fait, que l'ensemble des acteurs concernés, en fait, relaie cette information, relaie ce message, parce qu'en face, enfin voilà, il y a aussi une communication active de la part des industriels. Hein. Je ne surprendrai personne en disant ça, pour dire que les produits non ne sont pas dangereux. Il y a des choses qui sont il y a des choses qui sont très ancrées, et puis on se heurte aussi à des écueils qui sont liés à la nature de la problématique, qui sont en fait la complexité du sujet. C'est technique, voilà, son aspect technocratique. Je vous mets au défi d'aller dans la rue et d'essayer d'intéresser les gens en disant, ou alors en repas de famille, en disant, il y a quelque chose de super important qui se joue au niveau du système d'homologation des pesticides. Vous pouvez le lire l'annuaire, ça suscitera autant d'intérêt. Hein. Donc c'est pas évident aussi de traiter ce sujet. Et à mon avis, il y a un enjeu à ce que les acteurs concernés, hein, ceux qui ont envie de diffuser de l'information, ceux qui ont des décisions à prendre, se saisissent de la problématique. La digèrent à leur manière et la mettent en œuvre et diffusent cette information aussi. On est là pour aider si nécessaire. Si je peux compléter, parce que je lis la question peut-être un peu différemment, c'est pourquoi les pouvoirs publics ne communiquent pas? Mais justement, la communication des pouvoirs publics, et c'est un élu qui vous le dit, c'est de dire c'est homologué, donc
ça va. Nous, justement, c'est de casser ce cercle de communication fallacieux en disant c'est homologué, mais parce que c'est mal évalué. Sinon, ça serait effectivement complètement interdit tout de suite, dès demain matin, de toute utilisation. Bonjour, je me présente. Je m'appelle Serge Lequéo, donc je suis militant de l'Union syndicale solidaire et membre du Conseil économique et social. Je voulais intervenir pour témoigner justement de l'efficacité des combats dès lors qu'on met ensemble en synergie les mouvements citoyens, les associations et puis les élus. Et pour preuve pour cela, c'est le travail admirable qui a été fait par quelqu'un qui est absent aujourd'hui, mais que tout le monde connaît, Joël Labbé, qui a été à l'initiative d'un rapport sénatorial sur les pesticides avec 40 propositions, qui a débouché après sur la loi Labbé. Mais il faut savoir que c'est à l'issue d'une rencontre avec les victimes des pesticides de l'entreprise agroalimentaire bretonne Triscalia que Joël Labbé donc, a proposé au Sénat de créer une commission d'enquête au départ, mais qui s'est transformée après en mission sénatoriale. Donc tout ça pour dire que l'efficacité, donc, quand on peut travailler ensemble avec les élus, et donc je me félicite que des colloques comme ça soient organisés. Et aussi pour vous informer que, parce qu'il a été parlé de la protection des salariés, on a obtenu une grande victoire grâce à la collaboration des élus au Parlement européen, notamment de Michel Rivasi, pour faire reconnaître le préjudice qu'avaient subi des salariés de l'entreprise agroalimentaire Triscalia, qui est une entreprise agroalimentaire bretonne, qui avait intoxiqué gravement des salariés, et que la commission des pétitions, à son unanimité au Parlement européen, donc avait reconnu. Voilà. Et il y a eu un audit qui avait été diligenté par la commission santé et sécurité alimentaire, qui était accablant pour la France, justement en matière de sécurité d'utilisation des pesticides en France, le non-respect de la réglementation européenne. Et là, on attend à la sortie d'un rapport qui devrait sortir dans le courant du mois de décembre de la DG Santé, justement, relatif à l'application ou non par la France des directives de protection des salariés. Alors nous, on va attendre évidemment la publication du rapport pour se prononcer, mais on espère que ça va se traduire par une condamnation de la France, une proposition de condamnation qui sera formulée lors de la réaudition des victimes par la commission des pétitions. Voilà, donc c'était une information que je voulais donner, et je terminerai en disant que ce qui s'est passé aujourd'hui, à la Cour d'appel de Lyon, et le jugement rendu concernant l'agriculteur Paul François, qui a mené un combat depuis 10 ans, de l'indemniser à hauteur de 11 000 euros, mais c'est en tout 50 000 euros si on veut, mais ça ne paye même pas les frais d'avocat, parce qu'il est passé devant 8 tribunaux, il faut savoir, première instance, cour d'appel, cour de cassation, enfin, c'est absolument horrible, et c'est absolument désastreux pour l'image de notre pays dans le monde, parce que Maître François Laforgue a été le premier avocat dans le monde à faire condamner Monsanto. Ça a ouvert la brèche, si vous voulez, dans le monde entier. Il y a eu un tas de procès aux États-Unis avec des indemnisations très conséquentes pour les victimes. Et franchement, le jugement qui a été rendu aujourd'hui par la Cour d'appel de Lyon, c'est pitoyable. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Et j'ai une pensée émue pour notre camarade Paul François, qui est extrêmement malade. C'est une insulte qui est faite aux victimes. Voilà, merci. Merci. On a encore 2 inscrits. Je propose qu'on prenne 3 avec Cédric, qu'on prenne ces 3 questions et qu'on clôture la séquence. Oui, bonjour, c'est plus une remarque. Moi, Valentin Duprat, je suis un jeune chercheur en écotoxicologie, pardon. Je voulais vous remercier en fait pour ces travaux, parce que moi j'ai consacré mes travaux de thèse à essayer de démontrer la toxicité des effets de mélange sur l'environnement. Mais c'est quelque chose qu'on a souvent dit, que la réglementation n'était pas adaptée, etc. Donc je suis très content de participer à cette journée, de voir qu'il se passe enfin des choses. Et ensuite, j'en profite pour dire qu'actuellement en Nouvelle-Aquitaine, il y a un projet qui s'appelle VitiREV qui vise à accompagner la sortie des pesticides pour les viticulteurs. Et donc, à l'INRAE, on mène un agenda de recherche pour programmer la recherche future, pour accompagner les viticulteurs à la sortie. Et force est de constater que dans les discussions qu'on a eues, en fait, ils ne sont pas au courant en fait de toutes ces failles dans les processus d'homologation, parce qu'on leur dit toujours que comme les produits sont homologués, il n'y a aucun problème. Et donc, c'est quelque chose qu'on met beaucoup en avant, et on se permet de le faire dans ce projet. Et quelque chose qui m'inquiète un peu, c'est qu'il y a une volonté de pousser un peu à l'accélération de l'homologation des produits de biocontrôle, justement en alternative aux produits phytosanitaires. Et d'après ce qu'on voit justement dans les travaux de Gilles-Éric Serralini, peut-être que ça serait peut-être
pas forcément une bonne idée d'accélérer ce processus d'homologation, puisque finalement, il faudrait peut-être justement le ralentir et le renforcer. Voilà, voilà, merci. Bonjour, je m'appelle Max Mathiazin, je suis député de la 3e circonscription de la Guadeloupe. J'ai tenu à être là ce matin, mais je suis arrivé un peu en retard du fait d'autres engagements. Je vous prie de m'en excuser. Je suis venu ici parce qu'il y a un scandale qui est un scandale d'État et qui est celui de la chlordécone. Comme vous le savez, cet insecticide, pesticide, a été interdit en France hexagonale, en métropole, en 1990. Il l'avait été aux États-Unis bien longtemps avant, dans les années 80, d'après mes renseignements. Or, il a été autorisé par les autorités gouvernementales de l'époque. Il y a bien un ministre qui a signé cette autorisation à la demande des producteurs de bananes pour combattre les insectes qui fragilisaient la production bananière. Aujourd'hui, selon les autorités de la santé, 90% de la population de la Guadeloupe et de la Martinique porte, je dirais, en elle le chlordécone. C'est un pesticide extrêmement violent. Le nombre de cancers, le taux de cancer lié à, que ce soit des enfants, cancer de la prostate, etc., battent des records en France, puisque c'est un territoire français. Il n'y a pas longtemps, le tribunal, puisque plusieurs associations avaient porté plainte, a requis un non-lieu, au prétexte que le fait d'empoisonnement n'était pas caractérisé et que la plupart des délits étaient prescrits. C'est un scandale sur lequel je voudrais attirer l'attention de tous les Français, sachant que ce sont des territoires français. Ça s'est passé en France. Les gens continuent, les effets de ce poison continuent justement sur la santé des personnes et que les terres, c'est-à-dire soit près de la moitié des terres de la Guadeloupe et de la Martinique, sont empoisonnées pour une durée d'environ 700 ans. On estime à 7 siècles à peu près le moment où ce pesticide pourrait s'évanouir, se décomposer. Voilà, je voudrais juste témoigner de cela, vous dire que c'est un scandale malgré les travaux qui ont été réalisés, les scientifiques qui se sont saisis du problème, et les gens continuent à être empoisonnés et on nous dit, alors que les effets continuent, et on nous dit, voilà, il y a non-lieu. Alors on attend la décision du juge d'instruction, mais le parquet de Paris a requis un non-lieu. Je ne sais pas si ça s'était passé à Paris ou dans les environs ou en région parisienne, sur une terre de la France hexagonale, si cela se serait passé de cette manière-là. Voilà, merci beaucoup de me permettre de vous en parler. Merci beaucoup. J'aurais aimé partager un... Malheureusement, ça se passe aussi en hexagone. Moi, c'est ce qui m'anime et ce qui me met en colère, en fait, par rapport à Secret Toxique, dans l'action qu'on mène. Parce que derrière nous, il y a des victimes. On parlait de Paul François, mais je pourrais citer Valérie Murat, qui a perdu son papa, empoisonné par le pesticide qu'il utilisait lui-même. Ou Marie-Lise Biberan aussi, dans la région bordelaise, qui a perdu son frère, qui était ouvrier agricole. Je pourrais parler de Marie Thibault, dont le petit garçon est atteint d'un cancer pédiatrique. Je pourrais parler de Franck Rinchet-Girolet. Et ces deux personnes-là, qui est aussi donc papa d'un enfant atteint d'un cancer pédiatrique, et ces deux personnes sont dans des clusters de cancer pédiatrique. C'est-à-dire que c'est, pour Marie Thibault, autour de Sainte-Pazanne, donc en Loire-Atlantique, c'est 25 enfants atteints de cancer pédiatrique. Et c'est à eux à qui les agences sanitaires demandent d'apporter la preuve de leur empoisonnement. Donc oui, on nous répond la même chose. L'empoisonnement n'est pas caractérisé. On ne sait pas, on ne peut rien prouver, etc. Donc c'est ce que nous, on veut faire. C'est ce qu'on démontre avec l'analyse de la réglementation et de la façon dont ils homologuent les dossiers. Ils ne sont pas conformes à la réglementation. Donc c'est normal que derrière, en conséquence de ça, on ait des cancers pédiatriques, on ait des gens malades, on ait des maladies professionnelles chez les agriculteurs. Parce que le problème est en amont. Il est au moment de la mise sur le marché de ces poisons, parce que ce sont des poisons de toute façon. On le disait tout à l'heure, 1000 à 100 000 fois plus toxiques en formulation complète que sur le principe actif déclaré.
une étude de Céranique et Ginger qui vient de sortir là montre qu'il y a du pétrole. Donc ils l'ont montré dans les produits de biocontrôle, mais ils ont montré que c'était comme ça depuis des dizaines d'années et que c'était même des recommandations faites par les industriels de mettre toujours un peu de pétrole parce que ça marchait mieux, parce que la toxicité du pétrole, elle est phénoménale. Elle est phénoménale. Et c'est elle qui multiplie la toxicité du produit de base, la substance active déclarée, c'est ça qui est trompeur, déclarée. Alors qu'elles sont toutes actives, les substances dans le produit. Il y en a, Isabelle Baldi va l'expliquer par rapport au produit de perméation qui permet de faire rentrer le produit à l'intérieur des cellules. Tous ces produits sont toxiques, ils sont tous actifs. Il n'y a pas une substance active. Ça, c'est un mensonge qu'on nous répète en permanence de l'industrie agrochimique. Si la chlordécone est si active et était si dangereuse, c'est certainement parce que en plus, avec la chlordécone, quand ils l'ont répandue sur les bananiers, il y avait plein d'agents qui permettaient d'augmenter sa toxicité et de faire qu'elle ait vraiment une forte action insecticide. Donc voilà, moi, je suis très en colère vis-à-vis de tout ça parce que derrière, on a des malades, on a des enfants qui meurent ou qui, par chance, heureusement pour eux, sont des fois en rémission, mais c'est un scandale, c'est un scandale. Et vraiment, j'en appelle à toutes les responsabilités. C'est pour ça qu'on a porté une plainte contre X. Parce que cette plainte contre X, il y a des gens, quelqu'un disait tout à l'heure, il y a des gens qui ont signé, c'est vous, qui ont signé ces autorisations de mise sur le marché, qui ont signé ces reports d'homologation, etc. Et ça, c'est scandaleux. Et il y a des noms. Et voilà, moi, je trouve qu'à un moment donné, il faut que chacun puisse se regarder en face, quoi. Voilà, merci. Juste pour les plaintes, la campagne glyphosate a déposé 5400 plaintes nominales contre les producteurs de ces produits, contre ceux qui ont autorisé leur mise sur leur marché, et avec les personnes en charge, non pas contre les organismes. C'était vraiment mettre les gens devant leurs responsabilités, ceux qui signent. Parce que voilà, ils se réfugient derrière un organisme, et il est quand même temps que ces gens-là sortent de l'ombre et qu'on puisse leur dire vous êtes responsables. Donc ces plaintes sont nominales. Et il y a donc, on espère qu'elles seront instruites un de ces jours, puisque 5400 personnes ont déposé cette plainte et veulent qu'on leur rende des comptes. Plainte au pénal, hein, pas de recherche d'indemnité, uniquement mettre le doigt sur les culpabilités. Merci bien. Donc la dernière question de la séquence, Cédric. Merci, Cédric Villani, mathématicien, ancien député. Je salue Loïc Prudhomme, nous étions collègues ensemble à l'OPEX pendant les 5 années passées. Bravo Loïc pour la ténacité dont tu as fait preuve sur cette affaire et en particulier la façon de saisir la CADA. Comme on sait bien sur ce genre de dossier, il faut être très tenace. Je vais mettre quelques remarques pour essayer aussi de lancer la discussion sur certains aspects techniques et compléter le panorama. Premièrement, je suis surpris qu'on n'ait pas ou quasiment pas parlé de la méta-analyse de l'INSERM de 2021, le grand rapport d'expertise. Vu de l'extérieur, enfin d'un peu extérieur pour quelqu'un qui s'intéresse aux questions sciences politiques sur ce sujet, c'est l'événement majeur d'évaluation publique qui est arrivé tout dernièrement. J'ai entendu certaines études beaucoup citées ce matin, mais j'ai pas entendu ou quasiment pas entendu parler de cette méta-analyse et j'aimerais savoir ce qu'elle vient, comment selon vous, avec vos mots, elle vient changer ou pas la donne dans ce paysage. Deuxièmement, il y a une question structurelle majeure sur les questions et procédures d'évaluation d'homologation là-dedans, qui était abordée il y a quelques années dans un rapport de l'OPEX par Ouzoulia, Bolo, Medeviel, GNT, rapport qui était très bien, qui pourrait aujourd'hui être encore complété au vu de certains éléments nouveaux dans le dossier. Mais je vais insister sur le fait qu'il y a le dossier français et le dossier européen et que les deux sont liés de façon fondamentale. D'ailleurs, on voit bien dans la façon dont c'était présenté ce matin, à la fois combien l'Europe est un levier et un frein, selon les côtés. Un levier parce qu'on peut s'appuyer sur le règlement européen pour dire que telle transcription nationale n'est pas conforme. Un frein parce qu'il y a la question de l'évolution des procédures. Je suis étonné qu'on n'ait pas mentionné un organisme à l'acronyme obscur de SCOPAF, qui est le comité permanent des végétaux, animaux, etc., qui s'occupe avec des représentants techniques des nations de fixer les règles, en particulier les règles d'évaluation pour l'EFSA et autres, et qui, sur les 12 dernières années, a dû être saisi 15 ou 20 fois du problème de la mise à jour des procédures de l'EFSA, selon une demande qui est formulée par certains chercheurs de l'EFSA eux-mêmes, mais qui n'ont pas pouvoir de modifier les règles qu'ils utilisent.
pour prendre en compte justement les questions cocktail, les questions d'effets sur la longue durée. S'il n'y a pas de travail sur ce comité permanent, et ça dépend des nations membres, et si ce n'est pas un sujet qui est porté, par exemple, dans les élections européennes ou autres, je ne vois pas comment débloquer le sujet sur cette question majeure. Quelle est la position de la France? Je ne suis pas complètement au clair là-dessus, mais c'est un sujet hautement structurel et hautement politique. Mais aussi, je voudrais faire remarquer qu'il y a comme une schizophrénie européenne là-dessus, parce que ça m'a frappé ce matin, le règlement européen tel qu'il a été lu ce matin, rappelé par Andy Battantier, tel qu'il est rédigé, il est inapplicable, parce qu'il cherche a dit un produit phytosanitaire doit avoir aucun effet nocif. Moi, mais ça n'existe pas. Presque par définition, un phytosanitaire, c'est un toxique. Alors, il peut avoir un effet toxique minime ou majeur, mais chercher quelque chose qui a zéro effet toxique, c'est juste chercher un truc dans un monde idéal qui n'existe pas. À partir de là, la seule position intellectuellement acceptable, c'est de dire il y a un seuil de toxicité qui est admissible ou que la société considère comme admissible. On définit ensemble sur la base de rapports et de décisions politiques quel est le curseur acceptable et ainsi de suite. Mais ça demande une transcription dans quelque chose de plus précis. Je ne sais pas s'il y a quelque chose là-dessus. Peut-être vous pouvez me dire s'il y a une réflexion là-dessus. Mais en l'état actuel, on se retrouve à la fois avec un comité technique émanation des États qui est qui n'est pas assez exigeant, et un règlement qui est en un sens trop exigeant, idéal, et une schizophrénie entre les deux qu'il faudra bien résoudre. Troisième commentaire, un point sur lequel, le point de l'articulation publique-privée et d'expertise sur lequel il faut insister, qui a peut-être pas été assez rappelé. Avec tout le respect dû aux chercheurs qui font tout leur possible pour démontrer toxicité d'effet cocktail ou pas, dans ce domaine, et on l'a vu de façon répétée chaque fois que les archives ont été ouvertes, la recherche privée en sait 10 fois plus que la recherche publique. Et on l'a vu sur ça a été rappelé en long et en large quand on a eu les dossiers néonicotinoïdes, quand on a eu un panorama plus complet, ou sur certains dossiers, c'était très clair sur d'autres dossiers bien connus de santé, comme les cigarettes ou autres. C'est un fait. Il y a tellement plus de moyens, tellement plus d'experts que les études sont juste 10 fois plus précises. Et à une question d'accès à l'information et de transparence qu'il faut regarder de façon étayée et analysée, voir comment sortir de cette situation avec les conflits que ça génère, et aussi la question des influences d'intérêt, de tout ce qui est travail de lobby ou autre. Pour ceux qui ont suivi ça, il y a quelques temps, on se souvient, quand l'OMS a déclaré solennellement, on a découvert que pendant des années, nous avons été bernés par infiltration de tels intérêts dans nos comités, et il faut le reconnaître, et ainsi de suite. Les institutions peuvent se laisser manipuler en bonne foi par telle ou telle manœuvre bien ciblée. C'est un fait qui n'est pas du complotisme, ça a été documenté dans certains cas. Il y a les travaux de Resques et Conway sur les marchands de doute, il y a toutes sortes d'archives qui ont été là. Comment est-ce que ça s'analyse? Comment est-ce que ça se règle? Sans prendre des solutions inapplicables, dire par exemple on refuse toute personne qui a travaillé pour l'industrie complètement en brut, mène à se couper de l'expertise. Donc il y a un travail sur les procédures sur lesquelles il faut réfléchir. Dernier point, petite remarque de détail que j'aime bien répéter, mais qui sont toujours prises avec perplexité par les collègues écologistes. En premier, je suis toujours gêné l'énorme focus sur le glyphosate, là où le glyphosate, c'est un parmi beaucoup. Sur certaines études émanant de colloques de l'industrie, on voit que, et on sait pas, on n'a pas les études, juste des conclusions, enfin, elles ne sont pas publiques. Si on appliquait les possibles règles européennes qui prendraient bien en compte les effets cocktails, les effets sur la longue durée, c'est genre 80 ou 90% des substances actives qui seraient interdites. Et deuxièmement, je vous recommande aussi la plus grande prudence dans le maniement du principe de précaution, qui n'a pas le même sens dans la Constitution française ou dans le droit européen, et qui est utilisé selon diverses exceptions, et qui n'est pas, tel qu'il est dans la Constitution française, un principe de prudence, tel qu'on le comprend habituellement dans le langage courant. Attention dans son maniement. Voilà, chers amis. Je vais prendre les premiers points, en tout cas, de vos points. Et merci pour, du coup, ces questions qui permettent effectivement d'approfondir et d'aller plus loin sur le sujet.
Concernant le fait de ne pas parler de la méta-analyse de l'INSERM, en fait, c'est parce qu'on réserve la primeur de ce travail aux gens qui l'ont écrit, puisque Isabelle Baldi est programmée dans le panel d'après pour justement parler de ce sujet-là. Donc, autant parler. Mais évidemment, c'est un travail sur lequel, moi, dans la direction de la campagne secrète aussi, que je m'appuie au quotidien. C'est-à-dire que oui, voilà, on a une expertise collective de l'INSERM basée sur 5300 documents qui montrent qu'il y a des liens entre l'exposition aux pesticides, les effets sur la santé, contrairement à ce que le règlement européen prévoit. Donc, ouais, c'est évidemment un outil fondamental et c'est pour ça qu'on est très heureux que ce soit l'expertise collective de l'INSERM sur la santé ou l'expertise collective de l'INRA et IFREMER sur les effets sur la biodiversité, que des représentants soient là aujourd'hui pour présenter ces travaux et on les en remercie. Concernant les liens entre l'aspect français et européen, il faut savoir une chose. Nous, effectivement, à Secret aussi, qu'on est focalisé sur cette question la non-évaluation des effets du produit, des effets synergiques, l'effet cumul, comme dit Guillaume, l'effet cocktail, enfin, appelez-le comme vous voulez, mais la toxicité résultant de la coprésence de plusieurs molécules dans un même mélange. Au début, l'UE, il y a eu un passage assez intéressant, c'est que l'UE se déchargeait sur les institutions nationales, qui elles-mêmes se basent sur les travaux de l'EFSA, et sachant que les données qui sont utilisées pour les analyses de ces agences ne produisent pas elles-mêmes ces données, c'est les industriels qui les produisent, qui les donnent aux agences, qui les analysent. Donc c'est le même bloc de connaissances auquel elles s'intéressent avec un angle différent, l'ANSES étant censé s'intéresser à toutes les formulations possibles qu'elle autorise. Et l'Union européenne nous disait et nous répétait, mais non, nous, c'est juste la substance active. Alors on a insisté, parce qu'il y a écrit dans l'article 4.5 que oui, l'Europe, du règlement 207/2009, que oui, le niveau européen, ils autorisent les substances actives, mais ils sont quand même censés évaluer une formulation représentative. La notion de représentativité, dans ce cas-là, est laissée à leur appréciation, admettons. Mais en attendant, ils doivent quand même voir comment la molécule se comporte dans au moins une formulation avant de l'approuver. Et donc, par conséquent, étant donné qu'il y a les mêmes carences sur le plan scientifique que sur toutes les formules, en fait, dans ce cas-là, il y a aussi un problème. Et donc, nous, un truc auquel on a été confrontés, auquel on est de moins en moins confrontés, c'est justement ce phénomène qui peut être un peu pervers, qui est dû en fait à la structuration du mécanisme d'homologation, qui fait qu'en fait, le renvoi de balles entre les niveaux nationaux et européens se fait très facilement. Donc ça, c'est quelque chose, à mon avis, qu'il faudrait travailler sur le plan institutionnel pour casser cette dynamique-là, qu'il n'y ait pas d'incitation. Et nous, on travaille sur les deux niveaux, en fait, sur ce sujet-là. Concernant le SCOPAF, merci de faire cette introduction aux joies de la comitologie européenne, qui du coup, est quand même quelque chose d'assez fascinant, sur lequel il doit y avoir des formations, au moins de master, sur le sujet pour réussir à comprendre comment ça marche. Effectivement, il y a un comité, officiel, donc qui n'est pas la Commission européenne, et donc ce SCOPAF a pour mission notamment de gérer un petit peu l'ordre du jour de la Commission sur les pesticides, pour le dire vite. Et ce SCOPAF a des pouvoirs intéressants, n'étant pas composé ni de représentants élus, il y a des représentants des nations, mais c'est quelque chose de très technocratique, puisque nous, récemment, au niveau européen, en fait, on cherche à montrer que dans le cadre, c'est très compliqué l'accès au droit européen aussi, puisque en tant qu'association, nous, on ne peut pas aller porter un recours devant la CJUE concernant ce sujet. On serait considéré, au vu de la jurisprudence actuelle, comme n'ayant pas intérêt à agir. Si Guillaume Tumrel veut ajouter quelque chose là-dessus après, il est le bienvenu. Mais donc, il faut que ce soit le Parlement lui-même qui porte un recours. Et en fait, ce recours, il doit se faire dans les 2 mois suivant l'approbation d'une substance active. Donc, je vous laisse imaginer, convaincre le Parlement européen en 2 mois d'aller porter un recours à la CJUE. On essaye, et on est peut-être en passe d'y arriver. Mais du coup, pour ça, il faut avoir des substances actives qui soient renouvelées à attaquer. Il faut qu'il y ait une décision de renouvellement qui est faite pour avoir quelque chose, en fait, à porter devant la Cour dans les 2 mois impartis. Et donc, ça, on a ce problème précis, qu'on avait regardé quelles étaient les substances actives qui allaient nécessiter un renouvellement d'approbation à la fin de l'année. Donc, on en avait sélectionné un certain nombre. On avait demandé quels étaient les coformulants pour voir un petit peu quels sont
quelles sont les carences sur les données, etc., quels ont été les problèmes. Donc, on fait tout ce travail-là, on analyse et machin, et on se retrouve. Je retourne sur le site de l'EFSA pour regarder les substances approuvées, vérifier quand même qu'ils n'aient pas fait une extension comme ils font avec le glyphosate maintenant. Et ben, le Scopaf, les 10, paf. Le Scopaf avait décidé de garantir une extension pour les 10 molécules actives, comme ça, sans aucune concertation, juste au sein de ce comité. Donc, il y a un vrai problème là aussi institutionnel. Et concernant la rédaction du règlement européen, et j'en arrêterai là, puis je vois que Guillaume veut prendre la parole peut-être pour compléter. Concernant le problème du règlement européen, alors oui, il a ses défauts, hein, notamment on peut dire que moi, la chose qui me venait en tête aussi quand j'ai lu le règlement européen, c'est en fait il demande de prouver un négatif, ce qui est, voilà, en épistémologie, ça n'existe pas, un truc pareil. Mais après, il ne faut pas non plus être trop de mauvaise foi. C'est-à-dire qu'il y a la lettre de la loi et il y a l'esprit de la loi. Et donc, l'esprit de la loi, c'est quand même de s'assurer que ces produits n'ont pas d'effet. Et après, effectivement, comme vous dites, on définit des seuils. Pour ça, il faudrait que les ateliers de l'EFSA dans lesquels se décident les méthodologies, se décident ces seuils-là, ne soient pas des choses un peu opaques dans lesquelles on retrouve pas mal de lobbyistes. Là, je cite le rapport de Pan-Europe qui est sorti l'année dernière, justement sur le sujet de la composition des ateliers, des workshops de l'EFSA sur lequel dans lesquels ces choses-là se décident, qui sont composés des fois à 50, voire 90% de gens qui sont liés à l'industrie agrochimique. Donc là aussi, il y a quelque chose à faire. Donc voilà, mais ce serait ça ma réponse sur les défauts de règlement, d'application du règlement. Alors on pourrait se lancer en disant oui, il faudrait le refaire, bon, pourquoi pas, mais appliquons en fait l'esprit et faisons en sorte que les institutions soient efficaces sur l'application du règlement tel qu'il est rédigé aujourd'hui. Et sur les autres points, peut-être qu'il y a d'autres personnes qui sont plus à même que moi de répondre. Oui, moi, sur un petit complément sur effectivement le droit européen, l'application du droit européen, le problème majeur, c'est l'accès à un juge au niveau du droit européen, puisque effectivement, les associations ne sont pas recevables à agir en l'état de la jurisprudence. Un député européen seul ne peut pas non plus agir pour demander l'application des textes qu'il a votés, qu'il a pris, ce qui me semble aussi totalement anormal. Et il y a une évolution qui est en train de se faire sentir un petit peu de la jurisprudence européenne sur ce point, mais qui est vraiment insensible et qui prend du temps et qui n'est pas encore acté. Donc effectivement, au niveau européen, l'objectif de la campagne, ça a été surtout de convaincre les parlementaires européens d'engager une action par le Parlement européen et d'informer les services juridiques pour qu'il y ait des actions effectuées. En droit français, on est dans une politique tout à fait différente, puisque le Conseil d'État admet très largement les actions des intéressés, alors que ce soit des associations qui sont constituées à cet effet, ou des parlementaires à titre individuel, ils peuvent tout à fait agir devant le Conseil d'État au niveau français. Et en fait, d'attaquer la transposition du règlement européen, c'est un point qui est très intéressant et qui a déjà fonctionné dans d'autres domaines, hein, notamment en matière d'OGM. On a obtenu des décisions du Conseil d'État sur des défauts d'application du droit européen. Donc, il y a la saisine qui avait été faite de la Cour de justice de l'Union européenne, qui a abouti à l'arrêt de 2019. Elle a été faite de manière indirecte, puisque c'est dans le cadre d'un procès national. C'est le juge français qui a saisi la Cour européenne d'une demande d'interprétation. C'est-à-dire que nous, associations, on n'aurait pas pu obtenir directement une interprétation par la Cour. Il a fallu que ce soit un juge qui la réclame. Donc, on a vraiment un problème à ce niveau-là. Et le dernier point aussi, moi, sur lequel je voulais insister, c'est que le fait qu'il y ait des recours judiciaires, c'est une chose. Le fait qu'il y ait des associations qui s'occupent également de ces problématiques-là, c'est aussi une chose. Mais chacun peut agir, en fait, à son niveau, dans toutes les sphères du droit, toutes les sphères quotidiennes, et que voilà, il n'y a pas que les actions judiciaires qui comptent, et il y a effectivement toutes les actions politiques que vous menez, vous, qui sont extrêmement importantes. Et j'ai entendu un intervenant aussi tout à l'heure sur l'aspect collectif, c'est-à-dire que les actions s'enrichissent les unes les autres, quoi. C'est-à-dire que nous, on utilise aujourd'hui l'action des scientifiques pour appuyer les procès. Les politiques, vous allez utiliser aussi peut-être les procédures ou les actions des scientifiques, et c'est vraiment cette synergie qui me semble extrêmement importante, et que chacun agisse à son niveau pour prendre en compte ces différentes problématiques qui peuvent fonctionner et qui commencent à fonctionner. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Avant qu'on s'accorde 1 minute 30 de pause technique et qu'on change de panel, juste une réponse, Cédric, sur la question des moyens de la recherche publique versus la recherche privée.
Tu connais mon attachement à la recherche publique, moi-même ancien fonctionnaire de la recherche publique. Cette question, elle est importante, parce qu'on voit que les dossiers d'homologation sont posés par des pétitionnaires. D'accord? Et moi, c'est une des réponses qui m'a été faite aussi depuis le temps que j'interroge l'ANSES sur ces questions, c'est de dire, bon, on a un dossier des pétitionnaires, donc les firmes, avec toutes leurs recherches et les moyens financiers qu'ils ont pour la mener, qui nous présentent des études. Du coup, comment on fait pour faire des contre-expertises ou des études de même niveau? Et aujourd'hui, effectivement, ils n'ont pas les moyens. Alors moi, j'ai une solution un peu iconoclaste, mais assez radicale, qui permettrait sans doute d'avoir un petit peu moins de demandes d'homologation sur ce tapis roulant infernal et sans fin. C'est de dire qu'en même temps que vous déposez le dossier, que les pétitionnaires, ils déposent le chèque qui va avec pour financer la recherche, pour analyser leurs données, pour faire les études. Parce que sinon, effectivement, la procédure elle-même, elle est construite pour créer ce déséquilibre. Je veux dire, c'est intrinsèque à la façon dont tout ça a été imaginé. C'est fait exprès. Je veux dire, c'est pas un hasard. Voilà. Voilà, donc disons-le comme tu veux, mais en tout cas, le résultat est le même. Donc moi, je pense que demandons qu'avec le dossier, il y ait le chèque avec tous les zéros qui vont derrière pour qu'on puisse avoir des scientifiques payés normalement à la hauteur de leurs compétences. Et voilà, il y a des thésards dans cette salle et des scientifiques. Donc je pense qu'ils seraient ravis d'être payés enfin correctement et d'avoir les moyens de mener des études pour savoir si ce qui est raconté dans ces dossiers des pétitionnaires, c'est juste des fadaises ou si c'est quelque chose ou trié sur le volet à dessein. Bon, voilà, c'était un petit commentaire. Je te remercie de valider mon raisonnement intellectuel, Cédric, et je t'en suis gré. Je vous propose, il est 10h34, qu'on se retrouve à 10h35 et 30 secondes, après que vous ayez pu faire une petite pause technique. On change de panel et on passe à la deuxième partie pour tenir dans le temps qui nous est imparti. On a encore beaucoup de choses très intéressantes à vous dire pour la suite. Merci, à tout de suite.